Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1999. Autour de Philippe Bouvard, Stéphane Bern, Olivier Lejeune, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Jusqu'au XVIIIe siècle, à quel usage étaient réservés les juments? Vous en doutez bien. C'est pas à ça qu'on faisait vraiment allusion, si vous pouvez parler de la reproduction. Enfin, on dira que c'est pas forcément pour reproduire, c'est aussi ça fait du bien, quoi. C'est vrai. Regardez Clinton, il n'a pas voulu reproduire, hein. Non, pas du tout. Le contraire, même. Les juments servaient pour les femmes, Exactement. Elles portaient uniquement les dames. Elles transportaient les dames. Parce qu'on montait en Amazone. Voilà. Donc, à qui les chevaux entiers étaient interdits. Tiens. Oui. Il y avait pas pour d'autres raisons. Et il n'y avait pas que les dames, il y avait aussi les prêtres. Les jeunes et filles. les prêtres. Ah, oui. Les dames et les prêtres. Bonne réponse de Stéphane Bern. Vous voyez que sur TF1, il y a des gens cultivés quand même. Hein? Et modeste. Et modeste, oui. Moi, j'aime bien l'autodérision. Il y a plein de juments, TF1. Vous avez vu la pauvre petite Claire, là, sur le... Oh là là, c'est terrible. Hein? Ouais. Elle est mignonne, je trouve. Ouais, moi, je l'aime beaucoup. Bien. Ah oui, sur toutes les coutures, elle est très bien. Moi, je la regarde pendant le week-end, puis je mets le son de la 2. Ouais. Mais je comprends maintenant, elles ont une vie tellement agitée, les dames de la télé, que c'est pour ça qu'on les met qu'en buste. Hein. C'est vrai, on l'a Ils jamais sont vu. 4 ou 5 à 4 pattes pendant ce temps-là, les mecs. Sous la table. Vous vous souvenez, vous qui êtes un pionnier de l'audiovisuel, monsieur Yann, Oui, que dans la cabine des speakerines qu'on ne voyait jamais qu'en tronc, c'était des femmes troncs. Ouais. Et il y avait des photos de temps en temps qui les montraient en train de tricoter entre deux annonces. En après-ski quand elle venait pendant l'hiver et tout. Question de monsieur Victor. L'homme possède un limaçon. Où se trouve-t-il? Dans l'oreille. Dans l'oreille, oui. Dans l'oreille interne et pas là où vous Non, mais pas dans le caleçon, faut pas confondre. C'est pas dans le... Non. Quoique, parfois, on peut s'y tromper, hein. Quand il rentre dans sa coquille, vraiment. C'est une bonne réponse d'Olivier Lejeune. Mais, je crois que c'était la semaine dernière qu'il y a eu un énorme dîner comme ça où il y avait vraiment toutes les plus grandes folles de Paris. Et c'était au premier étage d'un restaurant. Et pour y accéder, il y avait un escalier qui tournait en... Oui, vous faites le geste. Oui. Comment c'est déjà, oui, Philippe? Oui. Vous m'aurez pas. Vous n'y étiez pas alors, bon. Il n'est pas tombé dans le piège. Lancement au Japon de la première sucette musicale. Oui. C'est Clinton qui doit être content. C'est-à-dire qu'on écoute de la musique par la bouche. Les vibrations ne sont plus transmises aux oreilles, mais à la mâchoire. Ça fait des vibrations, oui. Oui, c'est ça. Clinton, il va y avoir l'hymne national américain. Ça, on peut s'attendre à tout d'un peuple qui a des chiens sous forme d'ordinateur, vous savez. Les Tamagotchi, vous savez pas, Oui. Ils les nourrissent pas par ordinateur. Ça, c'est des enfants, ça. Oui, les Tamagotchi. Même des adultes qui... Vous connaissez l'histoire du gars qui attend au feu rouge pour traverser, puis il y a une grosse Cadillac qui passe décapotable, il fait merde, mais c'est Francis. Et Francis dit, Robert, comment que ça va? Il fait, dis donc, t'as réussi, toi, Cadillac, tout ça. Monte, je vais t'expliquer. Il dit, mais comment t'as fait pour avoir ça? Moi, je suis chômeur, tout ça. L'autre, il dit, c'est pas compliqué, j'ai inventé la sucette. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Si, tiens, tu vas voir, ouvre la boîte à gants, t'en prends une, tu vas me dire. L'autre, il ouvre, il prend la sucette, il commence à sucer, il fait, c'est dégueulasse. L'autre, il fait, oui, tu t'es gouré de côté, connard. Je suis pas sûr que nous soyons encore assez évolués pour faire partager notre hilarité au-delà du grand studio. Je la vois bien passer dimanche matin à l'heure de la messe. Surtout que M. Perroni n'est pas l'homme des litotes, hein. Il y a quelques fois, on prend un autre mot. Oui, mais c'est moins marrant. C'est moins drôle. C'est vrai. Mais ça passe. Je vous le raconterai avec des jolis mots.
Question de Monsieur Pontel. Qui fut en 1952 le plus célèbre gagnant du jeu de Zappimax Quitte ou double? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous vous souvenez de Ah oui, très bien, parce que c'est là qu'on a entendu parler de lui pour la première fois et on s'en est servi. À la radio, nous, on cherchait tout un tas de sujets. Alors, les curés savants, comme ça nous plaisait bien. Comme dit notre ami José Arthur, j'enverrai plus mes vieux vêtements à l'abbé Pierre, il les met jamais. Clinton, il aime bien le mouvement de l'abbé Pierre, les chiffonniers. Ah, il est pas sortable, hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De quelle maladie contractée pendant le siège de Toulon en 1793 Bonaparte souffrit-il pendant plusieurs années? La dysenterie, Maladie sexuelle, non? Non. Pendant plusieurs années, pas l'herpès, ça n'existait pas. Non, mais... une maladie de peau. Le zona. Une maladie de peau. La gale. Eczéma. La Gale, exactement. Il aurait pu être prince de Galles. Et il a mis 2 à 3 ans à la soigner. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est bon de savoir que les grands de ce monde souffrent de petits mots comme ça. Des petits mots, là, c'est des grands mots. Enfin, heureusement que M. Perroni est là pour ramasser ce qu'il y a dans l'autre caniveau. Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre, là? La gale. Oh là 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 là. À quoi sert le tabac en carotte? À chiquer. À priser, chiquer. À chiquer. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui, J'en ai chiqué. c'est dégoûtant. C'est hein. dégoûtant. On en coupe une rondelle, et une rondelle ne fait pas le printemps. Et, Alors 6, oui. et alors, il faut marcher, ça s'éparpille partout dans la bouche, c'est vraiment dégueulasse. Et on met bien un bon quart d'heure avant d'essayer de faire une pâte. Et après, il faut cracher. Et pendant 3 jours, on n'emballe pas. Hein. Ça, J'en ai une dans le genre. Ah oui. Je vous la raconte. C'est un garçon de bonne famille, forcément, qui est assis à la terrasse d'un café et qui dit, allez, il faut que je fête ma journée, je vais me commander une coupe de champagne. Il commande une coupe de champagne, puis tout d'un coup, une envie pressante le prend, il a envie de descendre aux toilettes. Alors, il dit, mais bon, évidemment, mes voisins vont descendre ma flûte de champagne. Alors, il met un petit carton, il me dit, j'ai craché dans ma coupe. Et il va faire ses petits besoins, il revient, et il y a quelqu'un qui a rajouté, moi aussi. C'est anodin. Ça nous rappelle l'histoire du pauvre clochard là, qui est sur les berges de la Seine. Ah oui, vous voulez que je vous raconte ça? Oui. Ah bah oui, attendez, il y a 8 ans qu'on l'a pas entendu. Bah, c'est un type qui sort du Lido, il descend les Champs-Élysées, il prend l'avenue Georges V, il dit tiens je vais rentrer chez moi, il habite sur les quais vers Voltaire, il dit bon bah je vais prendre les quais, alors il marche dans les quais pour respirer, d'un seul coup il voit un clodo par terre à moitié ivre-mort, mais pas mal. Il dit oh bah c'est 2h du matin, il est un peu attiré par le type, il dit... Et puis il dit bon bah ce type-là quand même il a pas beaucoup d'argent, je vais lui laisser un petit peu de sous. Alors il prend un billet de 100 francs et il met le billet de 100 francs à côté. Et puis il s'en va. Le clodo, le matin, il se réveille. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, 100 balles. Oh, bah, c'est bien. Il monte l'escalier. Paf, il y a un bistrot en face. Il rentre. Il dit, voilà, il voudrait du Beaujolais. Alors, il se tape du Beaujolais. Avec ses 100 balles, il s'en tape pas mal et tout. Bon. Et le lendemain, le type, il sort d'une boîte de nuit des Champs-Élysées. Il redescend les marches. Et le clodo est toujours là, couché dans la même position. Forcément, il a bu toute la journée. Ah, il dit, hier, c'était bien. Je me demande s'il ne veut pas recommencer. Alors il recommence. Et puis il met 100 balles. Et le lendemain matin, le clodo se réveille. 100 balles. Alors il monte, voilà, il se tape du Beaujolais. Le lendemain, c'est pareil. Et le surlendemain, c'est pareil pendant 5 jours. Et pendant 5 jours, le type, il descend. Et à chaque fois, il voit ce clodo et il lui met à chaque fois 100 balles. Et on arrive le samedi. Et le samedi, le type, il doit partir en week-end. Il passe sur les quais, il voit le clodo, il dit bon bah ça va. Mais comme c'est le week-end, le type, il aura besoin d'un peu plus d'argent. Donc c'est samedi, elle va lui laisser 200 francs. Alors il lui laisse 200 francs et il s'en va le matin. Le clodo se lève et
Il monte l'escalier, il rentre dans le bistrot, il dit... Et le type du bistrot lui dit Beaujolais. Il dit non, donne-moi du Bordeaux parce que depuis 5 jours que je bois du Beaujolais, j'ai mal au cul. Qu'était autrefois, parce que bon, aujourd'hui, il y en a plus beaucoup, un édicule. Ah, les pissotières. C'était un urinoir, on disait, un Rambuteau du nom du préfet de police qui les avait installés dans Paris. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'était des endroits d'ailleurs pas toujours bien fréquentés, hein. Ah bah si, d'une façon équivoque. Avec les édicules payants, maintenant on a perdu toute une petite population. Ah oui, parce que maintenant il faut quoi, mettre des sous et puis ça sent l'eau de javel. Et c'est chimique, c'est pas naturel. Il y a de la musique parfois. Ah non, ça sert d'hôtel de passe. Hein. On peut rentrer à 2 là-dedans. Ça coûte pas cher. L'un dans l'autre, oui. Alors quoi, on a pour 5 francs là une pute, on rentre, on met le... On met 5 balles, la porte s'ouvre, là, on reste là, salut Jojo, et tout, machin, on ferme. Ben oui, voilà. Mais il paraît que les trucs où on met du pognon, là, les cabinets... Sanisettes. Voilà. Et il paraît que ça s'ouvre au bout d'un certain laps de temps. Ah oui, si on n'est pas ressorti. Ah ouais, vous vous rendez compte, le gras... Au bout de, je sais pas, 10 minutes, ça s'ouvre fermé, nom de Dieu, tous les gars, ça fait une animation de quartier. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les portes sont toujours ouvertes. Non, les portes sont pas ouvertes, mais tous les États-Unis, le mur va jamais jusqu'au sol. On voit que les pieds. On voit les pieds. Oh, c'est pas drôle, là. Mais partout, les bureaux, partout. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce que la gymnastique exonérante ? Elle n'agit pas sur les muscles. C'est une gymnastique qui intéresse certains muscles très localisés. C'est pas ce que font les Chinois tout doucement, là. Peut-être que les Chinois pratiquent la gymnastique exonérante, mais ça n'entre pas dans le cadre de la gymnastique générale. On entreprend ces exercices sur prescription médicale. Par rapport à la respiration ? La respiration y est associée, mais parce que l'homme... il faut faire des mouvements ou ça se passe dans la tête ? Il faut faire des mouvements. Mais qui ne gênent pas un certain nombre de muscles qui seraient gênés si on faisait de la gymnastique normale. On élimine un certain nombre de choses. Je pense, pour répondre à votre question, que je comprends pas complètement, mais... Non. Mais comme j'ai pas compris la vôtre non plus, donc... je veux dire, là, sur ce plan-là, on est d'accord. Je veux dire, on va pas s'emmerder. Répondez-moi n'importe quoi. De toute façon, très franchement, je m'en fous pas mal. Hein. Je veux dire, je suis dans la même situation que vous. Mais oui, justement. Donc c'est un vrai dialogue. Mais vous en êtes un autre. Mais on a des crampes quand on le fait. Ah bah il sait pas. Il sait pas ce qu'il demande. Non, voilà. Bah, imaginons qu'un type se casse le bras. Oui. On lui dit, vous allez faire de la gymnastique, mais vous allez exonérer le bras. Dire, on va faire la gymnastique sans le bras. Sans ça, le mec, il se le recasse. Non. Mais quand même, je réponds à votre question parce que quand vous dites quelque chose, il y a toujours un vieux fond un fond intéressant. Oui. La gymnastique exonérante fait travailler des muscles qu'on ne solliciterait pas dans une autre forme de gymnastique. Ah, bon. Bah, nous voilà bien avancés. Est-ce que ce sont des muscles du visage ? On est couché, alors. Non. On est debout. Alors, je repose ma question. Ces muscles-là, ils ont des crampes quand ils travaillent ? Ça peut arriver. On les fait travailler qu'à ce moment-là ? Est-ce qu'ils ne travaillent pas normalement ? Parce que... Eh bien, si on choisit de les faire travailler, c'est que le médecin traitant les trouve un peu sommeillants. Est-ce que c'est pour soigner une affection particulière Ah, c'est pour la constipation ? C'est pour la constipation. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est pour la constipation. Alors, d'accord. Je ne sais pas les exercices précis que ça implique. J'imagine ce qu'il faut, les borborigmes dont on peut accompagner la gymnastique exonérante. Mais c'est pas comme l'aérobic, ils sont pas 30 à faire ça. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Encore une belle affiche pour vos grosses têtes dans la nuit des temps du 6 juillet 1999, en compagnie de Philippe Bouvard, Stéphane Bern, Olivier Lejeune, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Que signifie le verbe se matachier ? M-A-T-A-C-H-I-E-R. Ça laver le matin, s'asseoir et voilà.
Quelqu'un qu'il faut attacher, qui ne veut pas rester sur le... Non. C'est quelque chose qu'on fait à soi-même. C'est quelque chose qu'on se fait à soi-même, et d'ailleurs, la forme pronominale du verbe le confirme. Non, ça fait mal quand on se le fait. Je me m'attache. Ça peut faire un peu mal si on n'a pas les outils nécessaires. Tu te m'attachis, c'est ça oui. On se m'attache Il dessus. se m'attachit, nous nous m'attachions, vous Je me m'attachiez, m'attachis. il se m'attachiait. Qu'il se m'attachiasse, Alain Parfait. C'est médical? C'est hallucinant. Non, c'est pas médical. Alors, je vous dis tout de suite que on se m'attachit pas énormément en France, encore que durant le mondial, de nombreux jeunes se soient m'attachés. Ah, on se peinture le visage. Exactement. C'est chez les Indiens. Plus que chez nous, faut quand même le dire. On se le fait de met se sur les peinturer le visage. et parfois D'autres parties du corps aussi. Oui. Voilà, c'est pas un très joli verbe, mais Pas joli, mais il n'est pas déplaisant non plus. Enfin, puis il est facile à placer dans une conversation. pourquoi a-t-on électrifié le crâne de la statue de Winston Churchill érigée devant le Parlement de Londres? Parce qu'il manquait de bec de gaz. Pour qu'il allume ses cigares tout seul. Non. Pour éclairer, tout simplement. Non. Pour pas qu'on monte dessus. Pour empêcher les pigeons de chier dessus. Oui, exactement. Ah, oui. Alors, employer un verbe, bon, Dès que c'est un peu vulgaire, c'est pour lui. pour que les pigeons ne se soulagent pas sur le crâne du... Ne se m'attachit pas sur la tête de Winston Il y a une Churchill. histoire comme ça de ce couple qui se promène sur une plage et puis il y a une mouette qui passe au-dessus de la femme et lâche une grosse fiente et qui tombe sur le visage de la femme. Fait, oh, elle fait chérie, vite, un mouchoir. Et là on fait mais non, tu vois bien qu'elle est déjà loin. Question de Monsieur Leroy de Guernesey. En argot, qu'est-ce qu'on appelle la guillotine de Citer? Le sexe féminin. Le sexe féminin. Et là, je l'ai bien dit. J'ai Oh, pas dit... écoutez, c'est d'une correction qui nous surprend et nous ravit à la fois. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, La guillotine de Citer. ça s'appelle aussi la boîte à ouvrage. Dans le petit Simonin illustré de 1957, qui est un très bel ouvrage. Où put-on voir pendant près d'un demi-siècle l'image de Notre-Dame d'Embrun? C'est où, Embrun? Près de la mer. Oui, comme son nom l'indique. Donner À Saint, à Dans quel Groix. demi-siècle rapport de dans quel une demi-siècle île, s'agit-il? Début de ce siècle? Non, c'est ancien, et on doit dire d'ailleurs que dans des manuels d'histoire qui sont toujours employés par les enfants, ces illustrations, car ce sont pas des photos, ça date d'il y a quand même plusieurs siècles, subsistent, et on voit donc cette médaille de Notre-Dame d'Embrun. C'est à Paris. C'était à Paris, non? Dans des endroits bien fréquentés et dans des châteaux de préférence. Mais il y en avait plusieurs de ces... Non, il y avait cette médaille de Notre-Dame d'Embrun qu'on ne pouvait pas ignorer, et c'est comme ça que cette sainte est devenue célèbre. Mais Embrun, c'était un type ou un lieu-dit? C'était peut-être un lieu-dit, mais Notre-Dame d'Embrun était une sainte et son effigie a figuré sous forme de médaille sur un objet dont vous allez, d'ici peu, peut-être avant que l'émission se termine, me dire à quoi il correspondait. Sur un chapelet. Une pièce de monnaie? C'est quelqu'un qui était extrêmement religieux, et c'est pour ça que il ne se séparait jamais Richelieu. de sa médaille, et que Richelieu, pas tellement Mazarin. religieux, et Mazarin encore moins. On cherche pas un bonhomme, là, ça. C'était On cherche pas mais celui qui le portait, si. c'est lui qui portait ça, il ne s'en séparait jamais. C'était sur le chapeau de Louis XI. C'était sur le chapeau de Louis XI. Bonne réponse de Jean-Yann. Ah oui. Ah, c'est très fort, là. Très fort. C'est vrai qu'on le voit, le chapeau, dans les imageries de... Et tu de l'as livres pas trouvé, d'histoire. Non, toi, ça. absolument pas. Mais Encore Jean-Yann un est très roi fort. qui t'a échappé, là. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.